Alors, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaie de démontrer de façon logique, à travers la logique, un peu en s'appuyant sur la science, etc., sur les nouvelles découvertes, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc, nous évoluons ensemble, toute l'humanité, sans le savoir, bien souvent à travers l'antagonisme, en pensant qu'on est, voilà, que on est ennemis, que les nations sont en compétition, sont en guerre ou quoi que ce soit. Mais tout ça participe de cette évolution globale de l'ensemble humain vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, entre autres, c'est la paix universelle, la fraternité, euh, la fin de l'homme loup pour l'homme, etc. Mais avec une finalité bien plus haute. En fait, tout ça, c'est la paix, etc. C'est c'est le, c'est le moyen de d'atteindre une perfection spirituelle. Spirituelle qui est au-dessus des religions. Hein, c'est-à-dire, les religions ont, euh, évidemment, ont compris ce qu'est la spiritualité euh, à son plus haut degré, c'est-à-dire l'extase, le nirvana, la béatitude, l'éveil. Voilà, atteindre cette partie de la spiritualité la plus haute. On le retrouve dans toutes les grandes religions, dans le soufisme, etc., dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, etc., dans le christianisme, dans le judaïsme. Toutes ces grandes religions ont compris ce qu'est cet état subliminal, un état bien particulier de conscience qui n'a rien à voir avec la conscience ordinaire qui qu'on utilise tous les jours pour vivre. Voilà, là actuellement, je suis dans un état de conscience ordinaire. Je suis, euh, je suis présent au monde, ça me permet de pouvoir travailler, mais je ne suis pas dans un état d'extase qui me permettrait uniquement de contempler, de jouir, de jubiler, d'être dans un état de jouissance absolue, de présent immédiat, mais qui est antinomique de l'activité constructrice. L'activité constructrice, pour construire l'humanité, pour construire cette perfection, nous devons être dans la conscience ordinaire. Voilà. Avec toutes ces fausses croyances que nous avons. Croire que nous appartenons à telle ou telle communauté, tel ou tel groupe, que c'est ça qui est le plus important, qu'on travaille pour notre famille, pour notre clan, etc., sans comprendre qu'en réalité, tout ce travail-là revient à l'humanité, à l'évolution de l'humanité. Pour, euh, pour éclairer un peu plus clairement cette vision, on pourrait dire que les êtres humains, nos ancêtres d'il y a 15 000 ans ou d'il y a 20 000 ans, pensaient travailler pour leur clan, pour leur famille, pour leur groupe. Voilà. En excluant les autres, en somme, bien souvent. Et en réalité, 20 000 ans après, ce qu'il en résulte, c'est ce qu'ils ont laissé à l'humanité, ce qu'ils ont transmis comme patrimoine génétique, comme connaissances, comme fresques, comme etc. Donc, ils ont travaillé autant que nous travaillons à l'évolution de l'humanité, sans savoir qu'ils travaillaient pour cette évolution. Et aujourd'hui, nous sommes exactement à ce niveau-là. On travaille en croyant qu'on travaille pour notre nation, que le plus important c'est notre nation, c'est notre pays, c'est notre communauté religieuse, c'est notre famille, etc. Alors qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est ce que nous construisons
dans la totalité, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble. Et c'est elle que nous construisons, que nous amenons à sa perfection. Et cette perfection, dans cette perfection, il y a la paix universelle. Et pour éclairer de mieux en mieux, de plus en plus finement cette façon de penser, cette finalité, je m'appuie sur des ouvrages. Par exemple, comme là, en ce moment, je m'appuie sur cet ouvrage-là, Kant, projet de paix perpétuelle. Voilà. Et donc, je pratique comme ça. Je lis, je découvre en même temps que je lis, et je commente ou j'extrapole, voilà, mais toujours en lien avec la mécanique universelle, avec ma théorie. Donc en fait, ces lectures servent plutôt d'alibi. C'est pas une vraie réflexion sur le projet de paix perpétuelle par Kant, ou alors c'est une vision un peu particulière. Déjà, elle est particulière parce que elle émane d'un état d'esprit, d'un psychisme, d'une configuration mentale particulière qui est la mienne et qui correspond à plus ou moins, il faut confirmer, mais à un psychisme de autisme Asperger, de TSA, de trouble du spectre autistique, de dual exceptionnalité, de double exceptionnalité, c'est-à-dire un état psychique HPI, par exemple, plus une très mauvaise adaptation à un autisme ou autre chose, une mauvaise adaptation, enfin une adaptation différente à la vie, une désadaptation, on pourrait dire, à la vie telle qu'elle est. Et c'est ce qui est mon cas. Voilà. En tout cas, c'est ce qui me permet de rester chez moi, d'écrire, de travailler, plutôt que de jouir de l'existence au sens où la société l'entend. Parce que j'aurais sans doute les moyens d'être sur une plage à rien faire, voilà, à juste profiter de la bonne chair, la bonne, etc. Profiter de la vie telle que le néolibéralisme le pense. Et comme le libéralisme le pense, et comme la société contemporaine, ou même moderne, le propose en Occident. Ce qui était vraiment, par exemple, différent de ce que pensait Épicure. Et pourtant, on parle d'épicurisme à tort, alors que, par exemple, mon existence se rapproche beaucoup plus de la frugalité d'Épicure et de la voilà de ce que proposait Épicure. Voilà. Alors, je lis, je découvre et je commente. On en est à la première section, contenant les articles préliminaires en vue d'une paix perpétuelle entre les États. Alors à l'époque, c'était les États, c'était les nations. À l'époque de Kant, il y a 200 et quelques années, il n'était pas question, d'organisation des Nations Unies, de communauté des nations, comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons découvert au XXe siècle. Et donc, il faut bien resituer sa réflexion à ce niveau-là. Alors, le premier article est celui-ci. Aucun traité de paix, écrit Kant, ne doit valoir comme tel si on l'a conclu en se réservant tacitement matière à guerre future. Voilà. On ne peut pas faire une paix en une paix qui ne soit pas
totale et euh, incontournable et indiscutable, on pourrait dire. Une paix qui satisferait totalement les deux parties. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à réaliser, évidemment. Mais c'est compliqué et ça ne l'est pas forcément, parce que la solution pour que ça le soit, c'est que les deux belligérants d'une guerre aient l'intention de finaliser une paix, que ça soit une paix totale et finie, terminée, voilà. Si les deux belligérants ont cet état d'esprit, eh ben, ils trouveront forcément de quoi faire une paix qui soit un, euh, qu'on ne peut pas incontester, incontestable. Et ça veut dire que il faut accepter les compromis, le compromis de l'autre, accepter de se mettre à la place de l'autre. Donc, ce qui exige une sorte d'empathie absolue, de pouvoir faire une paix en disant, voilà, si je lui propose, bien sûr que j'ai envie de tirer la couverture à moi, j'ai envie de gagner un peu plus, d'avoir un peu plus de territoire, d'avoir, etc., etc., de me poser en position de force. Et bien ça, c'est le plus absurde qui puisse exister pour pouvoir faire une paix. Et malheureusement, c'est humain. On a cette tendance de prédateur où et de dominant. On est dans la configuration psychique, on a encore cette configuration psychique de nos origines, celle de lorsque nous étions primates naturels, c'est-à-dire, voilà, on se bat, mais jusqu'au moment où un dominant va émerger. On ne peut pas rester de façon égale. On ne peut pas arriver à quelque chose d'égal entre le prétendant et le dominant dans un combat. Et donc le dominant va s'arroger des droits, des prérogatives, il va s'affirmer aux dépens des autres, ce qui va soulever des jalousies, etc., etc. Donc ça ne peut pas s'arrêter. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas. C'est ce qui fait qu'il y a une permanence de conflits dans une troupe de primates. Une troupe de primates de 100 ou 200 individus, il y a des dizaines de conflits dans une journée. Alors que sur voilà, un village de 1500 habitants comme ici, ben oui, il y a quelquefois des conflits. Ça arrive que des gens se bagarrent, etc. Mais c'est extrêmement rare. Et si on ramène ça à une ville, à ces villes récentes maintenant, qui sont constituées, où 20 millions d'êtres humains peuvent vivre avec un maximum de respect mutuel, avec un minimum d'agressivité, de violence, d'échange de coups, etc., de gens qui se mordent en fait, comme nous faisions lorsque nous étions primates, eh ben, c'est une évolution incontestable de notre espèce par rapport à ce que nous étions à l'origine. Et donc tout est là dans cette vision comme ça, et c'est possible. C'est évident que c'est recherché plus ou moins à la sortie d'une guerre. À la sortie d'une guerre, malgré tout, les êtres humains essaient de chercher quelque chose de plus qui peut satisfaire les deux parties, quoi, plus ou moins. Et d'ailleurs, quand on ne le fait pas, quand on déroge à cette loi, eh ben on en paye les répercussions plus tard, tout le temps. C'est-à-dire qu'un conflit peut revenir derrière. Et on le voit, c'est typique de ce qui s'est passé avec
la victoire en 14-18 de la France, etc. Et par rapport à l'Allemagne, et ce qui a été réclamé de l'Allemagne, ce qui a été exigé, était peut-être pas juste, était peut-être exagéré. Je ne connais pas assez cette période pour le dire, mais certains historiens disent que c'est ce qui aurait engendré des, de l'agressivité de l'Allemagne et qui aurait engendré l'arrivée au pouvoir du nazisme qui promettait de sortir de l'étreinte dans laquelle les sanctions avaient été établies. Donc, en réalité, quand on analyse l'histoire, on se rend compte que ces sanctions, que le fait de faire une paix injuste, de réaliser une paix abusive, a des répercussions 10, 20 ans après sur le même plan. Donc, au final, c'est pas la meilleure des solutions. C'est la pire des solutions. Et on le voit par exemple dans la paix, pour revenir, comme je l'ai dit, avec le problème israélo-palestinien. La paix qui était proposée n'était pas juste. Elle n'a pas pu être réalisée parce que les partis n'ont pas pu se mettre d'accord sur quelque chose de juste, c'est-à-dire ne pas abuser de l'autre, ne pas chercher. C'est malheureusement l'idée d'être plus malin que l'autre est une erreur. En fait, on croit qu'en étant plus malin, on est plus intelligent. Mais en fait, c'est en étant plus QE que QI qu'on est plus intelligent, puisque derrière cette non-paix qui ne s'est pas réalisée entre Arafat et c'était pas Begin, c'était, oui peut-être. Bon bref, cette paix qui ne s'est pas réalisée, mais c'était même plus tard entre. Bon bref, je perds un peu les noms. Mais cette paix qui ne s'est pas réalisée, ben, c'est le chaos qu'on connaît. Et derrière ce chaos, il y a une mauvaise image d'Israël, par exemple, malheureusement, des gouvernements israéliens qui se sont succédés. Et puis même le fait d'arriver, de rentrer dans une sorte de toute-puissance fait que on en arrive à une situation telle qu'elle est aujourd'hui, où même une grande partie de la communauté juive commence à ne pas accepter cette évolution vers une extrémisation de la société israélienne. Voilà. Donc on se rend bien compte que au final, c'est pas la meilleure chose à faire, d'essayer de grappiller, d'essayer d'être plus malin que l'autre, d'essayer de faire une paix à notre avantage. Donc, il a absolument raison quand il dit « Aucun traité de paix ne doit valoir comme tel si l'on a conclu en se réservant tacitement matière à guerre future. » Voilà, ça veut dire ça en fait. Hein. Si on fait une paix pour qui est juste sur l'instant, mais qui prête à confusion. Alors, dans ce cas, je lis. Dans ce cas, en effet, ce serait un simple armistice, une suspension d'armes, mais non une paix, marquant le terme de toutes les hostilités. Une paix qui marquerait le terme de toutes les hostilités. Accolée à une semblable paix, l'épithète perpétuelle constitue déjà un pléonasme suspect. Les causes existantes de la guerre future, bien qu'ignorées, peut-être actuellement des parties contractantes, doivent toutes être anéanties par le traité de paix. Voilà. Peu importe d'ailleurs qu'elles soient extraites. Globe. Alors,
dans cette même situation, parce que on peut pas, il faut être deux pour fabriquer la paix. Il y avait certainement, par exemple, pour la paix pour la tentative de paix entre Israéliens et Palestiniens, les exigences des deux côtés étaient sans doute impossibles pour l'autre. Donc, il n'a pas été creusé suffisamment la chose. Les torts sont partagés en somme, hein, c'est ce que je veux dire. De documents d'archives par l'investigation la plus subtile et la plus adroite, réservée mentalement, réservatio mentalis, de vieilles prétentions à déterminer tout d'abord ultérieurement et qu'aucune des parties ne tient présentement à mentionner, l'une et l'autre étant trop épuisées pour continuer la guerre, tout en ayant la mauvaise intention d'user à cette fin de la prochaine occasion favorable. C'est un procédé qui relève de la casuistique des jésuites et qui est au-dessous de la dignité des souverains, comme céder à de semblables déductions et au-dessous de la dignité de leurs ministres, si toutefois l'on considère la chose en elle-même. Voilà, alors, bon, pourquoi il va mettre les jésuites à cet endroit-là, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait le problème. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé à la sortie de 14-18, qui a entraîné, qui a eu des répercussions. Ce n'est pas les seuls, hein, parce que globalement, un Hitler qui serait arrivé au pouvoir, même si la paix avait été totalement idéalement réalisée en 1918, le problème aurait été sans doute le même, parce qu'on avait affaire à un psychopathe, ça n'a rien à voir. Donc son désir de domination aurait toujours été là. Bon. Et c'est ce qu'on va sans doute rencontrer avec la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Cette guerre-là, globalement, aura beaucoup de difficultés à trouver une issue qui soit incontestable. Une paix qui soit totalement incontestable. Ça va être très très compliqué. À mon sens, ce qui pourrait permettre une paix incontestable, et je pense que justement les États-Unis ont une grande partie des clés en main, et l'Europe, hein, et l'Occident, quoi, et l'OTAN, on va dire. Une paix qui pourrait être incontestable, ça serait une paix qui, ok, accepte les idées, accepte de comprendre la peur ou la pensée des Russes, c'est-à-dire de ne pas être enfermés, de pouvoir sortir, de pouvoir avoir accès à la mer d'Azov sans aucun problème, etc., de sortir de ne pas être encerclé, de ne pas se sentir, etc. Et en même temps, qu'en échange de ça, donc pas de possibilité de mettre l'OTAN dans cette partie-là, retirer l'OTAN aux frontières de la Russie en signe de paix, quoi, hein, en décision de paix, en disant, ben voilà, c'est la seule solution pour la paix, c'est celle-ci, et en échange, vous rendez tous les territoires à l'Ukraine. Et on s'engage à ce que ça soit comme ça, et éternellement, voilà, que ça soit quelque chose de définitif. Posé à l'ONU, l'OTAN ne passera pas là, les États-Unis vont se retirer de cette Ukraine
pour lui laisser pour lui laisser la possibilité de, de devenir euh, une nation juste, une nation sans corruption, une nation sans pression, etc. Une véritable nation éthique et voilà, qui est sortir des problèmes qui sont engendrés par le fait d'être vampirisé en somme. Parce que l'Ukraine s'est retrouvée dans la même configuration que la Russie quelques décennies avant, dans les années 90, quand les oligarchies occidentales sont allées piller la Russie, sont allées, voilà, avaient une sorte de... C'était un gâteau qui était là et avec une mentalité faible, une mentalité qui, ne, qui ne permettait pas à aux Russes de pouvoir se défendre devant ce système prédateur américain et occidental qui avait 600 ans de prédation derrière elle, donc une technique de prédation extraordinaire. L'Occident est un prédateur hyper technique à ce niveau-là. Donc, et seulement maintenant, ça ne marche plus. Voilà. Cette vision-là, il faut que l'Occident puisse dire c'est fini, terminé, ce qu'on a fait chez les Russes dans les années 90, sous Eltsine, on ne peut plus le réaliser, c'est quelque chose qu'il ne faut plus faire. L'humanité est sortie de cette époque-là, elle a été vécue, cette époque, elle a eu sa raison sans doute d'être, maintenant c'est fini, on passe sur un autre modèle, et sur ce modèle-là, eh ben, on décide de laisser tranquille l'Ukraine pour que ça soit les Ukrainiens qui se chargent de ça. On va arrêter d'harceler, on va arrêter d'aller fomenter des révoltes, etc., dans les autres pays. Tout ça, c'est terminé, c'est quelque chose qui est passé, c'est fini, etc. Et maintenant, ben, en face, les Russes doivent faire le même pas, un pas énorme qui veut dire, eh ben, on ne touche plus, on sort de ce territoire qui n'est pas le nôtre. Et voilà. Simplement, on demande à l'ONU que les, les Ukrainiens de langue russe, de culture russe, soient protégés, voilà, puissent vivre en totale harmonie dans ce pays, etc. Donc, ce qui veut dire neutraliser les groupes extrémistes, les groupes fascistes, il faut le dire, de manière à ce que il n'y ait plus cette violence qui a été le fait entre 2014 et jusqu'au déclenchement de cette guerre. Alors je continue. Mais si, suivant les idées éclairées, aufgeklärt, de la sagesse politique, on place le véritable honneur de l'État dans un accroissement continuel de puissance, sans regarder aux moyens, un tel jugement, il est vrai, paraîtra scolastique et pédant. Voilà. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo, mais on peut dire exactement la même chose avec le problème Chine, Taïwan, USA. Voilà, les USA, le problème de ce problème-là, pardon, est similaire à celui de la Russie, du problème entre Russie et USA. C'est qu'il y a une tentative d'empêcher de bouger l'autre, de se poser à ses frontières. Et c'est la paranoïa classique du dominant. C'est-à-dire que les États-Unis sont dans un état de paranoïa totale. Il y a cet état de paranoïa. Si on laisse trop de pouvoir aux Russes, ils vont nous dévorer. C'était sans doute pas le cas. Si on laisse trop de pouvoir aux Chinois, ils vont nous dévorer. Et c'est
on retrouvait le même état d'esprit avec le péril rouge, le péril jaune, etc., etc. Sauf que on n'a pas affaire à des expansionnistes, on a affaire à un autre type de pensée. Mais ça veut dire qu'il faut accepter de croire à leur sincérité. Et à ce moment-là, c'est la même chose. Si les États-Unis disent, bon, ok, on arrête de vous encercler, on arrête de se poser là, de vouloir être à Taïwan, juste en face de vous pour bloquer le truc, pour continuer à être les maîtres du monde en fait. On arrête d'être les maîtres du monde, donc on se retire, notre, on sort de cette stratégie d'encerclement, d'enfermement, et en échange, eh ben, Taïwan, c'est quelque chose d'indépendant, etc. S'ils veulent leur indépendance, ils ont droit à leur indépendance et vous acceptez cette indépendance. Mais nous, notre travail, de côté occidental, on commence par dire stop, on n'arrêtera plus de vous agresser. Et donc, à ce moment-là, on permet à l'autre de sortir de cette vision agressive du monde. Voilà. Mais l'Occident a une responsabilité inouïe dans ce qui se passe. L'Occident a eu une responsabilité inouïe dans le fait que la Russie, que l'URSS est devenue une dictature. C'est bien sûr il y avait déjà cette tendance, sans doute mentalement, il y avait ce principe-là. Mais le fait de harceler, le fait d'essayer de renverser l'autre, le fait de se bloquer à sa frontière, le fait d'essayer de neutraliser, etc., pousse l'autre à la paranoïa, pousse l'autre à la dictature. Et par exemple, d'un Poutine qui commençait à ouvrir, qui ouvrait son monde, hein, qui ne cherchait pas la dictature dans les années 90, 2000, etc. Et même, voilà, les États-Unis avaient une vision, même pour une grande partie, une vision positive de Vladimir Poutine. Le monde entier avait cette vision, et là encore d'ailleurs, pour une grande partie, cette vision positive de ce chef d'État. Elle comprenait ce qu'il cherchait, ce qu'il voulait, il y avait quelque chose. Mais il faudrait analyser, parce que là c'est vraiment psychologique, pourquoi il y a eu cette provocation. Pourquoi en fait on voulait sortir Vladimir Poutine du corsaire des nations, du système des nations. Est-ce que c'est parce que l'Occident ne supportait pas qu'on le mette devant ses contradictions, qu'on le juge, parce qu'il ne se privait pas de dire ce qu'il pensait de la conduite de l'Occident. Et donc l'Occident, en tant que narcissique, ne supportait pas qu'on puisse le critiquer, en somme. Il ne supportait pas la critique, et donc au fond, il n'avait qu'une seule envie, c'était de se venger de ce gars qui voulait moraliser ce système qui ne veut pas se moraliser. Hein. L'Occident, il a un mal de chien de se moraliser, de décider d'agir de façon... de se regarder en face et de pouvoir se juger pour ne pas... pour changer d'attitude. Donc, je pense qu'il y a ça, et en fait, en le bloquant, en faisant ce que nous sommes en train de faire, ce que l'Occident fait, c'est qu'elle participe à la dictature que Poutine va être obligé qui commence à installer, puisqu'en fait, en le harcelant, en provoquant les choses, on pousse l'autre à une sorte de paranoïa et à pousser
et à le conduire vers une sorte de dictature, en réalité. Donc on est coproducteur de la dictature que les Russes sont en train de s'imposer, malheureusement. Et tout ça par esprit de vengeance, par esprit belliqueux, par esprit de domination. Tous ces esprits que la société occidentale doit quitter. On doit sortir de ce mécanisme-là. Ce monde est fini. Ce monde de domination, ce monde d'abus, ce monde de petits malins qui sont des prédateurs, etc. Maintenant, le monde est sous les caméras de tout le monde. On voit tout, on comprend tout, et on ira de plus en plus dans cette dimension. Donc, plus personne pourra véritablement abuser sans que ça se sache, sans que voilà. Et là, on voit, c'est ce que je disais, sur l'Afrique qui a une vision bien précise maintenant de tout ce qui s'est réalisé et du véritable état d'esprit de l'Occident. Donc l'Occident, il n'a qu'une seule solution pour pas être débordé, enfin pas être débordé, mais pour pas être exclu de la grande évolution, pour pas se retrouver vraiment alors dans une décadence totale, il doit changer d'état d'esprit de ses dominants. Le peuple occidental, il est universalisé, justement grâce aux médias, etc. On est apte à comprendre que le monde, que cette diversité est magnifique, etc. Voilà. On est capable d'accueillir, on est capable d'aller à la rencontre des autres, etc. Les peuples, il n'y a aucun problème. C'est nos dominants qui sont à éduquer. Et ça, je l'ai écrit il y a 20 ans déjà. Voilà, que le problème, c'était d'éduquer les dominants occidentaux pour apaiser un peu cette humanité. Et bien là, ça se fait de façon spontanée, automatique. Il n'y a rien à faire. L'Occident devra passer par là. Même si il essaye de résister, il est, voilà, en ce moment, il est dans son état un peu de colère. Il ne supporte pas de perdre l'hégémonie et il essaie de résister à cette fatalité qui est irrésistible. Voilà, les amis, mon point de vue. Si vous pensez que c'est intéressant, ben vous mettez des petits points, des petits pouces, et si vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis en parler autour de vous si vous voulez. Voilà, en tout cas, c'est le point de vue d'un autiste Asperger, il me semble. Hein. Pour l'instant, j'ai fait que des tests non professionnels, mais je vais avancer vers cette nouvelle vision. À bientôt, au revoir.